cet après-midi seront consacrés à deux sujets dans le cadre de la plénière que les organisateurs ont prévue et qui sera dédiée à la smart mobilité urbaine, infrastructure territoriale et au service, bien sûr, qui est au service de la smart city. Il y a deux thèmes ou deux sujets qui seront débattus. Nous avons le plaisir donc de discuter du premier panel par rapport à cet après-midi. Nous avons à passer ensemble 1h30 entre les présentations et les interventions, bien entendu, et le débat de la salle. Docteur Saïd, je suis plus intéressé par les questions de la santé, de la sécurité, de la sûreté, et bien entendu l'environnement et la responsabilité sociétale. Je suis médecin de formation de base et je suis le co-organisateur du congrès Salon Preventica. Et je tiens à remercier les organisateurs qui m'ont fait l'honneur et le plaisir d'être parmi vous cet après-midi. Je suis très flatté d'intervenir sur une telle thématique qui, ma foi, aujourd'hui, elle regroupe, je dirais, tout ce que nous avons vécu jusque-là dans le cadre des approches sectorielles, mais elle intègre la notion de l'écosystème, la notion du travail collectif et donc la notion de l'approche systémique ou holistique qui met l'ensemble des acteurs autour d'une problématique pour qu'ils puissent échanger. Et au-delà de cet aspect, ils peuvent aller même dans le sens de trouver un consensus qui permet le rapprochement des uns et des autres. Assez souvent, le digital, le 4.0 ou des questions qui peuvent être débattues dans ce sens font suite, bien sûr, à une dynamique de créativité, une dynamique d'innovation qui a commencé, en tout cas, à être enregistrée à partir de la phase de la révolution industrielle à travers l'introduction de la machine à vapeur qui a apporté à l'humanité un levier de force, un levier mécanique, un levier justement sur lequel des industries ont vu le jour et ils se sont développés et apporté à l'humanité justement un pas dans le cadre de son développement. Par la suite, comme vous le savez, la deuxième révolution industrielle a été marquée par l'apparition de l'électricité et du moteur, bien sûr, à explosion, et que ça a permis donc cette mise à disposition de l'énergie et sa distribution, ce qui permet encore d'avoir plus d'avancées. La troisième révolution a été marquée par l'apparition donc des systèmes d'information et de cette notion électronique d'automatisme et qui a permis justement à ce qu'on ait vers donc ces notions de développement du robotisme et de tout ce qui est approche automatisée. Actuellement, et là je fais une simple analogie avec l'être humain. Quand je parlais de la machine à vapeur, c'est comme lorsqu'on parle des muscles. Donc, il nous apporte la locomotion et il nous apporte la force. Ensuite, l'électricité, c'est l'équivalent de la circulation sanguine qui permettait à ce que cette énergie soit accessible à travers justement la circulation et qui touche des organes, quoi qu'ils soient, distants au niveau du lieu de leur production. Et la troisième, qui est l'automatisme, est plus ou moins incarnée par le système nerveux, notamment réflexe, qui réagit de manière automatisée et de manière structurée par rapport à ce qu'on peut avancer. Aujourd'hui, la 4.0 s'est dotée la notion d'industrie par la notion du cerveau. Ça veut dire la notion de la réflexion et la notion donc de cet automatisme qui va être fait d'une manière intelligible, cette intelligence qu'on utilise. Pour parler, ce panel, il y a parmi nous soit des donneurs d'ordre, ce qu'on appelle des maîtres d'œuvre dans le cadre ou le jargon bien sûr de l'approche par projet. Il y a également des personnes qu'on peut considérer comme des maîtres d'œuvre, donc les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre. Il y a également des utilisateurs et il y a également ceux qui peuvent être dans la dimension citoyenne et qui peuvent avoir des attentes par rapport à ces différents volets. Alors pour débattre de ces volets-là, donc nous allons essayer d'abord d'entendre des professionnels qui se sont intéressés très tôt à tout ce qui peut apporter
bien entendu la sécurité au niveau de la ville, la sécurité des citoyens, la sécurité de la population et la sécurité sociétale dans sa dimension globale. Ils ont travaillé sur des questions donc, qu'aujourd'hui, ils sont toujours d'actualité. Par exemple, lorsqu'on parle d'incendie, on se rappelle, et on n'est pas loin du 26 avril où 55 personnes ont péri sous les flammes, malheureusement, et pas loin d'ici à l'ISESFA. Vous savez très bien qu'assez souvent, nous avons besoin d'anticiper, nous avons besoin d'avoir des solutions et surtout de partager autant que possible l'information. Cette information, qu'elle soit accessible à travers donc, les outils que nous mettons à disposition, comme on peut mettre bien sûr des intervenants et qui peuvent apporter les solutions et les réflexions. Alors j'appelle à partager donc, cette connaissance avec vous, Monsieur Bakr Saad, directeur général de la structure qui a une contribution et que les organisateurs tiennent à remercier par sa participation qui est Casa Vigilance, et également Madame Ngadi Hassania qui est également une structure, elle a un apport de connaissances, un apport et une contribution dans le cadre de l'organisation de la sécurité, de la sûreté au niveau des villes. Il se peut que ma présentation ne soit pas tout à fait dans l'angle sur lequel les structures peuvent exceller aujourd'hui, mais ça reste un apport. Ils ont été déjà lors de la distribution des prix auxquels ils ont contribué. Ils ont contribué à l'élaboration des programmes et ils sont donc invités à partager avec nous encore d'une manière succincte, mais qui va quand même faire l'apport des choses. Donc, Madame Ngadi Hassania, je vous invite à nous rejoindre, s'il vous plaît. Et également, comme je disais tout à l'heure, Monsieur Bakr Saad également, donc je vous invite à nous rejoindre. J'ai reçu les excuses de Monsieur Omar Ben Aïcha qui est bloqué. Madame Rachida Al-Mourabit, je pense qu'elle a une séance d'examen, si donc mes informations sont bonnes. Je ne sais pas, au niveau AB Protection, est-ce qu'il y a quelqu'un qui représente, donc on vous invite à nous rejoindre, s'il vous plaît. Voilà. Donc là aussi, nous sommes avec les professionnels et les personnes chargées justement d'apporter des solutions, de contribuer à cette notion d'intelligence. Le terme d'intelligence parfois pose des questions. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on puisse contribuer et positivement au bien-être de la communauté dans laquelle on se trouve et chacun apporte une pierre à l'édifice et à sa manière. Donc, si vous me permettez, honneur aux femmes, donc je demanderai à Madame Ngadi d'ouvrir le bal. Vous avez une présentation donc certainement à passer. La régie, si vous pouvez lui faire bien sûr dérouler la présentation. Et je vous laisse... alors, comme il y a deux absents, on va grignoter un peu de leur temps et on peut vous faire un petit surplus par rapport à ce qu'on vous a donné comme contrat de participation. À vous la parole, madame. Merci beaucoup. Okay. Bonjour tout le monde. Merci de votre présence. Comme disait M. Tariq Saïd, en fait, nous sommes là aujourd'hui pour participer et essayer en fait, de donner un petit peu de notre expérience dans le domaine des Smart Cities, donc des villes intelligentes. Donc, je me présente, Madame Hassania Ngadi, représentante de la société TTH Company. Nous sommes distributeurs des solutions de sécurité, en fait, et des solutions innovantes. Le but de notre présence aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu, en fait, disons, les solutions qui sont possibles dans les villes. Pourquoi on devrait aujourd'hui sécuriser nos villes. Donc TTH Company, c'est une société qui est basée à Tanger. En fait, c'est une société, en fait, c'est un groupe purement marocain, 100% marocain. Et nous sommes un des leaders, disons, en fait, dans le domaine de la sécurité, bien sûr avec nos partenaires, mais on est vraiment catégorisé dans la partie sécurité physique, c'est-à-dire que la vidéosurveillance, contrôle d'accès et tous les accessoires qui vont avec. Donc, je vais démarrer rapidement la présentation. Donc, on a essayé de faire une présentation très rapide, comme ça,
On pourra peut-être débattre par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on va avancer. Donc, voilà. Donc, bon, pour chaque événement et chaque présentation, il y a toujours un contexte. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, il existe quand même plus de 100 villes au Maroc, donc, dont la plupart, disons 80%, ont 50 000 habitants. Donc, de plus en plus, on voit que les villes, en fait, déjà, il y a l'exode des autres villes, et puis tout le monde est concentré dans Rabat, en fait, Rabat, Casa, Marrakech, Agadir et Tanger. Donc là, en fait, dans ce slide, vous allez voir que donc là, on a traité en fait, toutes les zones de la ville. C'est-à-dire que quand on décide de sécuriser une ville, il faut d'abord sécuriser son entrée. Donc l'entrée et la sortie. Qui est rentré dans ma ville et qui en est sorti. Donc pour pouvoir faire ça, donc nous avons des solutions qui sont intelligentes et innovantes. Pourquoi en fait on dit intelligente? Parce que tout à l'heure, il parlait de l'intelligence. Parce que nos solutions aujourd'hui, elles sont dotées d'intelligence artificielle. Quand on dit intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec nos solutions ou bien les solutions de nos partenaires, nous arrivons à faire de la reconnaissance faciale, nous arrivons aussi à faire de la lecture de plaques d'immatriculation. Donc tous ces éléments-là nous aident à mieux sécuriser nos villes, nos quartiers, nos maisons et tout ça. Donc si vous voyez un petit peu dans le slide, nous avons en haut, nous avons mais sur tout ce qui est entrée-sortie, bon, barrage ou pas barrage. Donc à chaque fois qu'une voiture va rentrer dans ma ville, je saurai exactement qui est rentré. Alors après, on a bien sûr le centre-ville. Vous savez tous qu'au niveau des centres-villes, tout est concentré. Nous avons les malls, nous avons les commerces, nous avons les écoles, nous avons vraiment la vie, en fait, la vie de tous les jours. Elle est concentrée au niveau du centre-ville. Donc il faut aussi la sécuriser. Nous avons aussi les parcs publics. Aujourd'hui, bien sûr, tout le monde se met un peu au sport. Donc bien sûr, il y a des horaires où tout le monde part au parc pour faire du sport, mais il y a toujours le soir ou bien pendant les heures de travail où c'est vide. Donc, il y a quand même un risque. Donc, c'est quand même une zone aussi à sécuriser. Il y a bien sûr les lieux touristiques, c'est normal. Donc, là où il y a les hôtels, les monuments et tout ça, donc il faut aussi sécuriser. Et bien sûr, quand je disais tout à l'heure, en fait, la ville en elle-même, donc tout ce qui est ruelles et tout ça. Alors, on va passer... Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, donc quand on parle des risques majeurs en ville, donc d'abord nous avons les infractions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'accidents déjà. Donc quand il y a un accident, la plupart s'enfuient, entre guillemets. Donc on peut aujourd'hui avec nos solutions essayer de retracer un petit peu le circuit de la voiture. Encore mieux, parce qu'on ne doit pas attendre jusqu'à ce que l'événement survienne, il faut d'abord faire de la prévention. Alors avec nos solutions, que ce soit Dahwa et les autres solutions qu'on fait, on arrive à faire de la prévention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, supposons que quelqu'un a été derrière un accident, à la base d'un accident, et s'est enfui. Donc si j'ai un système intelligent qui est installé, je peux déjà capturer la plaque d'immatriculation de la voiture. C'est-à-dire que même s'il s'enfuit, je peux le retrouver dans un autre quartier ou dans une autre ville. C'est ça aussi l'importance de l'intelligence artificielle. Ça va me permettre aussi de retrouver la voiture via le matricule, la couleur de la voiture, le conducteur, d'accord, et le type de la voiture. Bien sûr, on a aussi le stationnement illégal. Donc les caméras peuvent permettre aussi de repérer les véhicules qui stationnent dans des endroits où ils n'ont pas le droit en fait, d'y aller. Le vol, bien sûr. Je pense que tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de risques de vol de véhicules. Même avec tous les systèmes aujourd'hui technologiques des voitures, on arrive quand même à voler des voitures. Donc, il faut quand même qu'on ait des systèmes assez costauds dans les ruelles et dans les quartiers pour pouvoir contrer ce problème. Bien sûr, nous avons les crimes, que ce soit dans les sites des voyageurs en fait, touristiques ou autres. Et nous avons les attaques, bien sûr. Voilà, donc là... Tout à l'heure, j'ai parlé de la prévention. Donc, en fait, ce qui nous permet de faire ça, c'est que, supposons que moi, j'ai un criminel ou un voleur ou autre, et il circule librement dans la ville. Bon, je ne peux pas non plus avoir 1000 policiers dans la ville pour pouvoir le suivre. Ce que je peux faire, par conséquent, c'est d'abord, si j'ai la photo de la personne, je peux la mettre dans la liste noire, blacklist. C'est-à-dire que cette personne, là où elle va, un centre commercial, un immeuble, un bureau, je peux déjà
avoir une notification. C'est-à-dire, on va me dire, telle personne qui est recherchée est passée par là. Il a utilisé un transport en commun, un bus, un taxi ou autre. Donc, je peux retrouver et retracer son chemin. D'accord? Donc, tout ça, bien sûr, j'arrive à le faire à travers la reconnaissance faciale. Alors, les solutions, bon, pour je pense qu'on est quand même qu'on est dans un centre d'innovation de recherche, donc la plupart des gens qui sont là, ils sont un peu techniques. Donc là, en fait, on explique un petit peu la solution, comment elle est installée. Donc, bien sûr, dans toute solution, on a un poste de commandement, donc un système de contrôle. Donc, bien sûr, on a l'ordinateur. On a la partie soft, c'est-à-dire c'est le logiciel où il y a quand même assez d'intelligence qui va pouvoir traiter les données. D'accord? On a bien sûr tout ce qui est affichage pour pouvoir voir tout ce qui se passe dans... si moi, par exemple, j'ai des caméras de trafic routier, donc je vais avoir une vue sur les autoroutes, sur les routes en général. Si j'ai des caméras au niveau des quartiers, je vais aussi les voir. Donc vraiment, là où il y a des caméras, je peux avoir une vue générale sur mon système. Et bien sûr, derrière, j'ai bien sûr toutes les solutions que j'ai expliquées tout à l'heure, donc entrée et sortie des villes. Donc ça, ce sont des types de caméras qui permettent de lire le matricule de la voiture et de faire de la reconnaissance faciale. Ils peuvent aussi être adossés à des systèmes de radar. Donc comme ça, je peux aussi faire la limitation de vitesse et tout ça. J'ai aussi les solutions autres qui font bien sûr la surveillance des villes. Donc j'ai des DOM, en fait des caméras qui peuvent faire du 360 degrés. Donc ils peuvent aussi suivre le mouvement. Bon, après, quand vous aurez un moment, il y a un stand en bas où toutes ces solutions sont installées. Donc vous pouvez voir la personne, dès qu'elle bouge, la caméra, elle bouge avec elle. D'accord ? Voilà, et on a bien sûr d'autres caméras qui permettent des solutions thermiques, quand il y a par exemple dans des zones agricoles ou autres, même si la personne se cache dans les herbes, on peut quand même détecter la chaleur humaine, donc on sait qu'il y a quelqu'un quelque part, que ce soit pour une intrusion ou autre. Vous n'êtes pas convaincu peut-être, mais on peut en discuter tout à l'heure. Vous pouvez vous poser des questions par la suite. Voilà. Là, voilà, donc c'est les entrées et sorties. Vous voyez même sur le système, quand vous installez la solution de vidéosurveillance, vous avez tout ça sur le système. Vous avez par exemple, à chaque fois qu'il y a une voiture, vous avez un encadré en vert, donc ça vous permet de récupérer le matricule, même la personne si elle n'a pas sa ceinture de sécurité, bien sûr. Quand, bien sûr, tout ça est fait avec, bien sûr, l'accord et la validation de la NARSA, par exemple, ou d'autres organismes suivant les villes et les pays. Voilà, tout à l'heure, on parlait de la liste blanche et la liste noire, donc blacklist. Si on a des gens qui ont déjà commis des infractions ou des vols ou des crimes, on peut avoir leur visage ou leur attribut. Alors, quand je dis en fait attribut, c'est-à-dire même si je n'ai pas le visage, je peux avoir, par exemple, juste un shape, c'est-à-dire est-ce que la personne elle est âgée, elle n'est pas âgée, elle porte des lunettes, elle a une barbe et tout. Alors ce qui va me permettre par la suite, quand je vais faire ma recherche au niveau du système, même si je n'ai pas le visage de la personne, ça va me faire une sélection. Si au lieu d'aller par exemple voir toutes les personnes qui sont rentrées dans un centre commercial et il y a eu un incident, je vais par exemple choisir, ok, le vigile a vu quelqu'un qui est jeune, d'accord, je vais cocher jeune. Est-ce qu'il avait un t-shirt ou une chemise? Donc, je vais cocher chemise avec la couleur. Et quand je vais faire ma recherche, je vais avoir une sélection des attributs. Et ça va me faciliter la tâche pour aller chercher cette personne-là. Voilà, donc ça c'est juste, voilà. Même sur la vidéo à droite, vous allez voir bien sûr la course de rue. Je pense que aussi même dans les quartiers, que ce soit à Rabat ou à Casablanca, on galère un petit peu avec les gens qui font du drifting le soir ou qui font bien sûr n'importe quoi sur les routes. On peut aussi les choper avec ce genre de système. Voilà. Et là, c'est important aussi parce que sur les grandes places, que ce soit les gares, Jamel Fna ou autres, c'est très important d'avoir ce type de caméra parce que non seulement la caméra, elle est en speed DOM, c'est-à-dire elle fait les 360 degrés, mais elle a aussi des capteurs fixes, c'est-à-dire que je peux avoir des visions fixes, comme je peux suivre le mouvement et elle peut détecter la foule. Ça, c'est important. Je peux dire à mon système, s'il y a une foule qui se rassemble, par exemple une manifestation qui n'est pas validée, par exemple confirmée par les autorités, si j'ai une bagarre, par exemple, je peux avoir la notification au niveau du poste de commandement. Et là, je peux agir, je peux réagir. Donc ça reste très important dans la partie prévention. Voilà, les parcs, on en a parlé tout à l'heure. Donc, surveillance, avec surtout le full color. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on trouve des caméras pour le soir qui sont en jour et nuit, mais en mode de blanc et noir.
pour ce type de applications, pour ce type de zone, on peut avoir du full color. Donc, on peut avoir les couleurs aussi le soir. Donc, ça va nous permettre d'avoir le visage de la personne et vraiment tous les traits. Donc, comme ça, quand on capture des vidéos ou des photos, on peut avoir une image très, très nette. Voilà, les lieux touristiques. Et on a aussi, bien sûr, l'affichage pour pouvoir faire même de la pub et tout ça pour les commerces. Pareil, donc la qualité, donc c'est très important, la qualité vidéo HD, parce que c'est bien d'avoir des enregistrements, mais si je peux pas faire le traitement de l'image, ça ne sert à rien la vérité. Je peux avoir des ombres qui passent, mais je ne pourrai jamais avoir le visage de la personne. Et avec ce type de solution, on peut avoir vraiment le HD, donc la haute définition. Voilà, nous avons les arrêts de bus, les rues publiques, les lieux de loisirs, les marchés, tout ça. Donc là, vraiment, où il y a du monde et on doit quand même les sécuriser. Bon, ça, c'est l'élément le plus important de toute la solution. C'est là où il y a tout le stockage et toute l'intelligence du système, où on peut faire des vues en direct, c'est-à-dire en temps réel. On peut faire une relecture si jamais il y a quelque chose qui s'est passé et que je dois revoir après. Voilà, tout ça, c'est la partie soft. Ça vous montre un petit peu juste ce qu'on peut avoir comme élément quand moi, je vais aller dans le système et que j'ai besoin d'éléments, de données, de métadonnées à traiter. Voilà, les produits clés. Donc, bien sûr, on a des caméras qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui font de la lecture des matricules et que je peux placer au niveau des autoroutes, qui peuvent aussi faire le speed limit, donc la limitation de vitesse. Je peux avoir des caméras en speed DOM, en fixe. Voilà. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Merci Madame Gadi. Donc je rappelle que vous représentez Solutions TTH Group. Vous nous précisez que vous êtes distributeur de solutions de sécurité. Vous avez énormément de produits, mais cette fois-ci vous mettez l'accent sur votre rapport dans la technologie pour la ville. Vous êtes leader bien sûr dans votre secteur et notamment dans la sécurité physique et le contrôle d'accès. Et vous nous avez présenté le contexte en mettant l'accent sur les centaines de villes qui dépassent les 50 000 au Maroc. Et puis par la suite, vous nous donnez les différents secteurs où vous agissez, notamment l'entrée et sortie de ville, centre-ville, et les lieux névralgiques ou importants au niveau des villes. Vous nous avez passé en revue les risques là pour les gens qui travaillent sur l'approche par le risque. Vous avez cité le risque pour les personnes et les risques bien sûr pour l'utilisation de véhicules. Les véhicules, vous parliez de stationnement, d'infraction par rapport à certains points, de reconnaissance bien sûr, le vol, le cambriolage pour les voitures et également pour les personnes lorsqu'il y a des agressions, il y a des crimes, il y a donc des choses qui sont portées. Et vous mettez notamment, ou vous revenez pour nous parler d'abord que l'approche se fait à travers une approche par prévention, et cette prévention peut se faire à travers la recherche de personnes suspectes, à travers leurs caractéristiques bien sûr qui sont notées. Vous nous précisez le support de vos solutions qui est structuré autour des capteurs, d'analyse de données, de calculateurs et également d'affichage de données. Et à travers cet affichage, vous nous donnez des illustrations qui montrent de très belles images. Et d'ailleurs, vous revenez sur ce point pour dire que l'image n'est pas, ou ne réside, ou son importance ne réside pas dans sa production, mais plutôt de la qualité de l'information qu'on peut tirer de cette image. Et c'est peut-être le principal message que je peux prendre de votre communication en ce qui me concerne, sachant qu'il y a toute une performance, tout un ensemble de logiciels et de techniques, et quand vous cherchez à ressortir l'information, il y a tout un brouillage, si j'ose dire, donc une panoplie de choses techniques qu'il faut savoir extraire, et tout a été présenté dans les temps voulus. Les questions viendront certainement par la suite. Et donc, comme deuxième intervenant, nous avons également Kaja Vigilance qui va nous faire part d'un angle de son expertise dans le cadre de la sécurité incendie. Et vous avez certainement quelque chose à offrir aux villes qui souhaitent avoir une vue globale et qui s'intéressent notamment à cette lutte contre l'incendie que nous considérons comme un risque majeur et que toute structure ou personne sont malheureusement soumises à son champ d'attaque, et donc il y a plus d'intérêt à ce qu'on le prenne en considération. À vous la parole.
Bonjour tout le monde. Donc, merci Tariq. Saad Bakr, je suis le directeur général Casa Vigilance. Je suis aussi directeur général du groupe. Casa Vigilance, c'est un ensemble de sociétés qui se situent dans l'ensemble des chaînes de valeur de la sécurité incendie. Donc nous sommes spécialisés strictement dans la sécurité incendie. Donc nous nous positionnons en amont et en aval de nos confrères. Donc si on peut mettre la présentation, s'il vous plaît. Voilà. Il y aura 2 vidéos, d'accord, donc que je commenterai au fur et à mesure. Donc le groupe existe depuis 25 ans, d'accord. Désolé, Ayman, il n'y aura pas de musique. Donc le groupe existe depuis 25 ans, d'accord. Il a été créé en 98. Au tout début, c'était un bureau d'études composé de à peine 2 personnes, d'accord. Mon père en est le fondateur, d'accord. C'est un ancien colonel de la protection civile, hein, je pense que ça va de soi. Et donc, au fur et à mesure des années, nous nous sommes un petit peu élargis. Et aujourd'hui, nous sommes principalement, notre champ d'activité sont principalement tout ce qui est études en sécurité incendie, les audits, les ingénieries, d'accord. Donc tout ce qui est modélisation, c'est assez nouveau. Donc nous modélisons des bâtiments, d'accord, et nous voyons un petit peu comment se développent les foyers à l'intérieur. Et nous mettons en interface les différents moyens et mesures de sécurité pour voir le compartimentage, les moyens de secours, le désenfumage et ainsi de suite. Donc le groupe, il fait à peu près 350 personnes. Comme j'avais dit tout à l'heure, donc c'est un groupe de sociétés, il y en a 5. Le dernier en date est une entité qui s'occupe du contrôle réglementaire en incendie. Donc, comme j'avais dit, études, audit, mais toute la partie exploitation, on a remarqué qu'il y avait une demande assez importante. Donc, on construisait des bâtiments, on faisait des cahiers de charges, on faisait des suivis, mais qui s'occupait pour vérifier si le RIA fonctionne, si le sprinklage l'est, si le désenfumage l'est, si le compartimentage l'est. Donc sur la durée de vie du bâtiment. Donc c'est CRI. Donc on a piqué CRI au centre régional d'investissement. Donc voilà, elle est disponible, donc on l'a chopé, donc elle s'appelle CRI. Donc c'est le dernier né du groupe. Voilà, donc on s'est rendu compte, pour faire la liaison avec la thématique, on s'est rendu compte qu'il y avait un fossé assez important entre le degré de connaissance en termes de réglementation sécurité incendie de la part des différents acteurs, d'accord. Je pense que à certains membres du panel aujourd'hui ne sont que trop d'accord avec moi, et que aller chercher l'information est un véritable parcours du combattant. Entre le bureau de contrôle, l'architecte qui a fait 30 ans de projet, le maître d'ouvrage qui lui a construit N bâtiments industriels et où il n'y a jamais eu le feu, l'ingénieur qui lui aussi présente une solution qui pour lui est la solution la plus adaptée au projet. Voilà, donc ensuite vous avez l'acousticien qui va venir lui aussi se mêler à la partie. Vous avez toutes les conditions et toutes les contraintes HSE, environnement qui vont venir s'ajouter. Donc entre tout ça, entre tous ces éléments-là, la maîtrise d'œuvre ingénierie ou la maîtrise d'œuvre architecture, voilà, s'en mêle les pinceaux. Donc on a des bâtiments où on a solution A, plus solution B, plus solution C, et vous avez l'entreprise qui va venir à la fin et qui va dire, vous savez quoi, je vais vous donner la solution F. D'accord. Et lui, il va essayer un petit peu de contenter tout le monde. Vous êtes d'accord assez pour ça, je pense. Voilà. Donc, et ça, vous rajoutez la protection civile,
qu'il aussi, jusqu'à dernièrement, ont rajouté. C'est un stand-up que je suis en train de faire d'abord. Donc, et vous allez, et vous imaginez, vous avez tout ce melting pot dans des villes qui sont éloignées, d'accord, des grandes villes. Donc vous imaginez un projet qui se fait aujourd'hui, bon, la tendance c'est un petit peu le sud du Maroc, le sud du Maroc, où vous n'avez pas l'accès à l'information. Et vous devez, en pleine réunion, d'accord, où vous avez une fenêtre de décision assez courte, parce que les projets coûtent de plus en plus cher, et les solutions coûtent de plus en plus cher, et donc il va falloir trouver le moyen, d'accord, de raccourcir ces délais-là, et donc optimiser le projet. Donc, suite au confinement du Covid, ben on s'est dit, pourquoi ne pas rapprocher, d'accord, l'ensemble de ces acteurs et essayer de centraliser, d'accord, l'information, que ce soit l'information en termes de veille réglementaire et normative ou en termes de conseil. D'accord. Donc on a pensé à une application. Donc si vous pouvez lancer la deuxième vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Donc on a pensé à A2P. Bon, j'annonce le nom premier. Donc A2P est une solution sous forme d'abonnement, d'accord, où l'ensemble des acteurs, d'accord, que ce soit les architectes, les bureaux d'études, les ingénieurs, les promoteurs aussi, d'accord, peuvent avoir accès en tout temps, d'accord, principalement à titre gracieux, bien sûr, dans un premier temps, à la veille réglementaire. Donc vous trouverez tout ce qui concerne le normatif, le légal et la jurisprudence. Bon, la mienne. Je pense que j'ai dû voir pas mal de sujets pour pouvoir trancher sur des questions assez complexes. Donc, il va venir s'ajouter à cela un modèle ou un package où vous pourrez communiquer directement, d'accord, créer votre compte, mettre en exé un plan, un projet, et discuter avec une personne, un ingénieur spécialisé en sécurité incendie derrière. Donc vous êtes architecte, donc vous êtes en phase concours, vous pouvez d'accord, éviter de revenir en arrière, dans 3 mois ou 6 mois, et d'éviter de dire au maître d'ouvrage, je sais des claquages d'escalier que j'avais laissé ouverte au milieu, en fait, je ne peux pas la laisser ouverte. Donc il va falloir que nous l'empoisonnions. Bon, alors ça, c'est du retour d'expérience, bien sûr. Vous avez le bureau d'études qui, certes, a ses compétences et son vécu aussi, mais forcément, il a besoin d'aide. Il a besoin des fois d'être accompagné, parce que devant, il a un bureau de contrôle, il a un promoteur, donc il va falloir qu'il va être challengé, donc il a besoin de textes réglementaires, mais il a aussi besoin d'apporter des solutions, d'accord, pour des problématiques de bâtiments existants, par exemple, ou pour tout ce qui est application de nouvelles technologies. Donc j'avais fait l'année dernière, justement avec nos amis de la FMCI, on avait présenté un produit de désenfumage sans gaine, qui est le Detex. Voilà, donc ça c'est une solution innovante, mais par contre, elle n'existe nulle part dans un référentiel réglementaire. C'est une solution d'ingénierie qu'il va falloir prouver par modélisation. Et vous avez aussi la possibilité, d'accord, d'avoir un package où vous avez l'accès à de la hotline, donc vous pouvez carrément créer un ticket, parler à la personne, d'accord, échanger, et faire une visioconférence sur une technologie Zoom, sur laquelle on peut modifier carrément sur des cahiers de charges, sur des pièces graphiques. Donc l'idée, c'est vraiment essayer de rapprocher, d'accord, et démystifier un petit peu la sécurité incendie, parce que Dieu seul sait que en fait, c'est complexe. On ne le sait que trop bien. Mais je dis tout le temps, ce qui est complexe dans la sécurité incendie, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est complexe de ce qui est facile à comprendre. Donc on essaie un petit peu de démystifier. Ça fait pratiquement 16 ans que je fais ce métier-là. Et à chaque fois,
je m'installe en réunion avec nos amis les architectes et je suis tout le temps obligé de lui expliquer c'est quoi une différence entre une porte par flamme et une porte coup-feu. Donc l'idée, c'est vraiment avoir l'accès en tout temps à l'information et comme ça, hein, accumuler chez la personne un historique, un retour d'expérience, d'accord, quitte à même travailler à plusieurs partenaires, mais au moins avoir ce retour d'expérience disponible sur une application. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Merci. En tout cas, vous avez respecté le temps qui vous a été alloué dès le départ. Donc je précise que c'est Saad, DG de Casa Vigilance. Vous nous avez parlé justement de ce groupe qui est né en 1998 par 2 personnes pour devenir, à travers un groupe de 5 entités avec plus de 350 personnes, si j'ai bien noté. Vous nous parlez justement de cette expertise de 25 ans qui regroupe notamment un domaine de compétences centré autour de l'incendie à travers cette ingénierie. Donc vous avez pu construire autour justement de ce volet. Vous nous précisez que vous faites principalement justement les édits, les audits, l'ingénierie, et j'ai bien noté notamment le travail sur l'exploitation, mais surtout la modélisation, donc quant au développement et au foyer justement d'incendie qui est un élément fondamental, notamment pour les structures qui ont une forte charge de combustible et qui peuvent justement les exposer à étudier la portée et justement les conséquences de ce feu qui peut se déclencher. Donc vous avez des solutions bien entendu qui permettent donc d'avoir surtout une prévention par anticipation. Et sur ce, vous nous précisez à travers votre lecture des exigences du CRI de développement de votre vision des choses, donc par rapport aux thématiques d'abord. Et cette thématique que vous avez ou que vous allez nous développer par la suite, elle fait partie d'un constat de ce gap entre justement ce besoin en connaissances et en outils et en moyens justement de lutte contre l'incendie d'une part, et la disponibilité ou plutôt l'acteur auprès duquel on peut se procurer cette information et qui sont nombreux, et notamment les bureaux, les ingénieurs, les architectes et donc tous les acteurs. Et également, ce qui complique la chose, c'est qu'on a même des intervenants sur le plan professionnel, des intervenants comme les HSE, les personnes chargées des questions environnementales, la complexité du bâtiment lui-même, les solutions qu'il faut rechercher, et encore, on a également l'intervention d'acteurs publics que vous citez, la protection civile. Les projets peuvent non seulement être au lieu où on peut intervenir le plus adéquatement possible, mais on peut être à distance des villes. Et là, l'éloignement, bien entendu, impose certaines contraintes supplémentaires, surtout lorsqu'il s'agit de prise de décision en urgence et où le délai, justement, de réponse se trouve important. Donc, ces éléments-là que vous avez essayé de canaliser, de structurer en information, de regrouper et de mettre à disposition des utilisateurs à travers votre solution A2P. Cette solution, bien entendu, se fait par abonnement. L'accès, il est à un certain moment même offert gracieusement pour la veille réglementaire, sachant qu'il y a également de la jurisprudence dedans. Et vous insistez sur un point important. À côté de la jurisprudence, vous mettez l'accent sur votre expérience personnelle et je pense qu'on apprend énormément de l'expérience vécue et il faut être peut-être toujours attentif lorsque des personnes vous rapportent l'expérience et le vécu. Une petite parenthèse au niveau marocain, la jurisprudence n'est pas tout à fait au même niveau que celle qui est prévue pour les pays à réglementation, bien sûr, anglo-saxonne. Vous nous précisez qu'on peut disposer de sa messagerie vocale, qu'on peut avoir des réponses par appel vocal, bien entendu, qu'il y a également des notifications qui se font et on peut disposer d'un compte personnel et même on peut avoir à travers des webinaires ou des séances à distance où vous nous mettez l'accent sur l'accompagnement à distance. Votre cible, c'est bien sûr les acteurs dans le domaine, mais notamment vous mettez l'accent sur les architectes, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et ce qui en suit. Donc on vous remercie pour cette présentation et on a AB Protection donc, qui est prévu pour la 3e intervention.
Donc, est-ce que le AB Protection est parmi nous ou est-ce qu'il y aura uniquement une présentation à distance? C'est Bnani? AB Protection, est-ce qu'ils sont avec nous? Bon, ça fait grand plaisir là de recevoir le directeur lui-même et qu'il va nous parler justement de la dimension sécurité et votre rôle dans cette ville intelligence et surtout votre rapport pour votre contribution pour ce genre de problématiques sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Je m'excuse de nouveau par rapport à ce chamboulement de programme. Donc je partage avec les organisateurs la responsabilité, parce que je parlais d'AB alors que vous étiez prévu pour l'intervention. Donc comme les autres, vous avez 15 minutes et on se fait plaisir de vous entendre. Merci. Merci, Saïd. Voilà, donc je me présente, je suis M. Moumen Chagraoui, le directeur de la société Sofretim. Donc nous sommes une entreprise de gestion de projet, de conception, de design et de suivi de projet. Donc ça fait à peu près une vingtaine d'années que nous travaillons dans ce secteur. Donc nous sommes essentiellement, nous apportons essentiellement de l'assistance, de la technologie, de la gestion de projet, de l'optimisation, que ce soit technique, technologique et également budgétaire et optimisation dans l'exécution des projets. Donc aujourd'hui, le sujet de cette manifestation, c'est la Smart City. C'est pour ça que donc je vais prendre 10 minutes. On m'a demandé de ne prendre que 10 minutes. Donc je vais uniquement me concentrer sur nos activités liées à la Smart City. Bon, on a d'autres activités en termes d'ingénierie, d'études et de gestion de projet. Donc notre activité, en ce qui concerne la Smart City, va de la conception à la mise en service, de la gestion de la circulation, l'optimisation de la mobilité, la conception des systèmes pour améliorer la mobilité des gens, la conception, le design et le suivi des projets de vidéoprotection urbaine. Donc pour tous ces projets, donc le facteur commun est nous commençons ces projets à la conception. Donc nous rédigeons donc les cahiers des charges, nous suivons donc les choix des entreprises et ensuite donc nous suivons et gérons et contrôlons l'exécution des projets jusqu'à leur fin, jusqu'à la mise en service, la formation et la maintenance. Donc en ce qui concerne la gestion de la mobilité, ce que j'ai cité, donc je vais m'axer uniquement sur la Smart City. Nous sommes pratiquement le leader au Maroc en termes de calcul, de conception de toute la problématique de gestion de trafic, la gestion des intersections, gestion des croisements et optimisation de la circulation. Donc pour cela, nous allons en termes d'activité de la maîtrise d'œuvre, la conception, les études, la gestion de projet, en ce qui concerne la mobilité, le trafic, circulation et les infrastructures urbaines. Alors la mobilité, tout le monde en parle, tout le monde parle de la Smart City, tout le monde parle de la mobilité, mais je voudrais juste vous dire que la gestion de la circulation est un souci, est une problématique de très haut niveau en termes scientifiques, en termes de calcul mathématique. Ce n'est pas simple de gérer un croisement. Donc les gens croient que c'est simple, mais en fait c'est très compliqué. Alors je vais vous donner un exemple. Nous avons commencé il y a une quinzaine d'années à étudier un croisement à Casablanca. Donc nous avons étudié les flux. Une étude commence par l'analyse des flux, l'essence, le nombre des véhicules. Donc on s'est retrouvé avec des équations de dimension 26. Donc on a travaillé en mathématiques, donc avec des matrices de dimension 26 et surtout des équations sans solution. Donc c'est juste pour vous donner une idée de la complexité que peut représenter la gestion d'un simple carrefour et d'une intersection. Alors, donc c'est pour ça que quand les gens parlent Smart City, mobilité, etc., il faut prendre en considération que c'est une question et c'est une affaire de spécialistes. On ne peut pas installer un contrôleur, faire de la signalisation lumineuse tricolore comme ce qui se fait habituellement donc dans notre pays, dans toutes les villes. Donc il faut absolument se tourner vers des spécialistes et cette spécialité est très complexe en termes mathématiques. Donc nos objectifs en termes de conception et de suivi de projet, donc là je vous ai fait donc un petit résumé, c'est assurer un suivi opérationnel des villes, maîtriser, contrôler les flux et la mobilité avec une approche Smart City et vision à long terme. Donc ça, ce sont nos objectifs pour les projets Smart City.
Alors tout à l'heure, nous avons vu des entreprises qui présentent leurs produits, mais l'approche Smart City est une approche globale en termes de gestion de la ville, en termes de gouvernance, en termes de gestion des institutions, gestion de l'administration, pour arriver au service du citoyen. Donc la Smart City, c'est un moteur de croissance et d'évolution sociale. Quel que soit le projet pour une Smart City, s'il n'a pas une approche d'amélioration de la qualité de vie, d'amélioration des conditions sociales, ce n'est pas un projet Smart City. Parce que le fondement de la Smart City, c'est l'amélioration de la qualité de la vie. Ce n'est pas une question donc de mettre en place une certaine technologie à la place d'une autre, non. Le premier objectif et l'objectif fondamental de la Smart City, c'est l'amélioration de la qualité de la vie. Et quel que soit le projet, que ce soit mobilité, sécurité, incendie, etc., s'il n'y a pas un impact direct pour améliorer la qualité de vie et la sociabilité de la ville, ce n'est pas un projet Smart City. Donc bien entendu, en termes de concept, quand on met en place des structures avec des visions à long terme de projets de gestion de la ville, c'est une conception à long terme, parce qu'on ne peut pas dire qu'en quelques années, on peut mettre en place des projets Smart City, ça prend très longtemps, d'où le besoin et la nécessité de bien les planifier. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, cette planification doit se faire par des spécialistes. Alors bien entendu, et ça, je me répète peut-être, mais c'est le point fondamental de la Smart City, c'est l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. D'où l'impact sur la mobilité, sur les autres points que je vais rapidement citer. Alors, en termes de gestion de la ville, bien entendu, ce sont des responsables. Donc, en termes des institutions gouvernementales et de gouvernance de la ville qui dirigent les projets de la ville à travers le système. Il y a des élections, il y a un maire, il y a un bureau qui gère la ville. Donc, en termes de gouvernance, c'est la gouvernance de la ville qui va permettre une évolution à long terme dans le bon sens vers la Smart City. Donc la gestion des différentes infrastructures et services avec une fluidité et une efficacité. Donc quand je dis infrastructure de services, ce sont les services liés à la ville. Donc l'interface entre les citoyens et l'administration de la ville doit être minimisée. Il faut minimiser les problématiques d'interfaçage et de relations entre les administrations et les citoyens. La réponse de l'administration municipale, on parle bien de ville, doit être rapide et intelligente. D'où le besoin de mettre en place des solutions intelligentes, la digitalisation, etc. Les projets structurés doivent être efficaces. Quand une ville met en place un projet, il faut d'abord s'assurer que le projet sera efficace. Efficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif du projet va être réalisé avec les budgets alloués et surtout dans les délais attendus. Parce qu'un projet qui dure revient plus cher. Et plus un projet dure, et moins il aura d'efficacité. Donc c'est ce que j'appelle l'efficacité des projets structurés. Et bien entendu, optimisation budgétaire. Parce que une ville qui se veut Smart City doit d'abord optimiser son budget. Donc on ne peut pas rêver, ça ne sert à rien de rêver. Donc on a un budget, donc il faut en faire le maximum et réaliser des projets qui correspondent à ce budget, et c'est-à-dire en optimisant les objectifs pour ne rien refaire. Alors tout le monde raconte des trottoirs qui se refont, de la voirie qui se refait, des installations électriques qui se refont, donc l'éclairage public, des projets qui se refont, etc. Ça, ce n'est pas de l'efficacité et ce n'est pas en faisant comme ça qu'on va arriver à avoir des Smart Cities. Donc je reviens encore une fois à la gestion de projets, la gestion de la Smart City et des projets doit se faire par des spécialistes. Donc bien entendu, ça ce sont des généralités, mais les généralités sont bonnes à se remémorer, parce que Smart City, ce n'est pas uniquement une digitalisation, améliorer un croisement. Donc c'est l'énergie, donc le réseau électrique, on doit optimiser l'énergie. C'est l'eau, le comptage intelligent. La problématique de l'eau, plus du tiers de notre eau potable est perdue en fuite. Donc déjà, avant de commencer à investir dans de la digitalisation et des choses très perfectionnées, il faut commencer par des choses qui sont simples et dont l'impact est immédiat sur la qualité de l'eau et l'impact sur la disponibilité de l'eau potable pour les citoyens. La sûreté et la sécurité publique. Donc bien entendu, ça c'est un point hyper important. On ne peut pas avoir de Smart City sans Safe City. Et en Safe City, nous avons également, donc c'est un petit peu
notre spécialité. Donc on gère pas mal de projets de Safe City, de vidéoprotection des villes. Donc bien entendu, il n'y a pas que ça. Donc les services aux citoyens, le transport, la mobilité. Et la mobilité, on doit la faire au service des citoyens. Je reviens toujours sur ça. Bon. Les bâtiments verts, la santé, l'éducation, la gestion des déchets, niveau économique, les services publics et la durabilité. Alors je conclue là ces points par la durabilité. Quel que soit le projet que nous fassions, il faut absolument prendre en considération sa durabilité. Si on investit dans une voirie, par exemple, dans une route, dans un éclairage public, dans des caméras de surveillance, il faut que ce soit fait à long terme. C'est-à-dire que si une commune ou une ville planifie par exemple un trottoir, il ne faut pas qu'on le refasse 20 ans après. Alors pour la petite histoire, j'ai visité des villes donc en Suède et le maire de la ville, j'ai été reçu par le maire de la ville et il m'a dit que le Maroc était un pays très riche. Pourquoi ? Parce que le Maroc se permet d'avoir des trottoirs qui se refont tous les 10 ou 20 ans, alors que la ville que j'avais visitée, cela faisait 50 ans qu'ils n'ont pas fait les trottoirs. Donc là, la durabilité de l'investissement. Alors, comme problématique, c'est juste à titre de conclusion et pour élargir un petit peu le débat. Donc je pense que le temps qui m'est alloué, il reste 40 secondes. Donc la principale problématique que je vais citer, c'est la gestion de projet. On ne peut pas demander à des gestionnaires administratifs de gérer de la technologie. Donc d'où l'intérêt de faire confiance et de faire travailler l'ingénierie marocaine. Donc c'était un petit peu le sujet de cette manifestation. Donc l'ingénierie marocaine existe, donc il faut la faire travailler et chacun son métier. Un administrateur, une administration, ce n'est pas son métier de gérer le côté technique, conception, technologie, etc. Et la deuxième problématique, c'est la mobilité. Donc la mobilité, ce que je disais tout à l'heure, il y a des solutions qui sont très simples qu'on peut mettre en place. Donc on voit qu'il y a des croisements qui sont faits par des communes. Donc certains croisements qui ont été réalisés récemment ne correspondent pas du tout à une amélioration de la mobilité. Pourquoi ? Parce que la gestion des croisements, la conception des croisements ne se fait pas par des spécialistes. Elle se fait par des architectes et par des communes, alors qu'il y a des ingénieries, il y a des bureaux d'études marocains qui sont compétents et qui peuvent le faire. Donc là, je voudrais juste citer ces deux points problématiques pour élargir un petit peu le débat et répondre à d'éventuelles questions. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Je précise que j'en ai pris le plaisir de la suivre comme un cours. En tout cas, moi, je ne suis pas du domaine. Donc, vous comprenez aisément que je peux apprendre, d'autant plus que vous nous précisez que vous êtes dans l'ingénierie, donc le design, bien sûr, une expérience de 20 ans. Donc cette assistance technique et cette optimisation également de budget que vous intégrez est un élément important. Et la Smart City, vous mettez l'accent surtout sur cette mise en service et cette nécessité d'être justement au service de la communauté et de pouvoir apporter du concret que vous mettez également même au niveau des cahiers de charges que vous élaborez et pour le suivi des travaux bien sûr, que vous mettez en question est un élément important. Vous nous précisez que ce n'est pas quelque chose de facile. Vous nous donnez l'exemple de l'étude du flux au niveau de croisement et où la complexité a bien montré que probablement des paramètres ont fait que ces matrices vous ont fait évoluer vers une complexité à 26 niveaux de complexité que je ne maîtrise pas bien sûr en tant que non spécialiste de la question, mais je fais une analogie avec d'autres complexités que nous voyons qui n'est pas facile, et voire même des équations insolubles qui montrent qu'il y a cette difficulté. Par contre, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est votre mise en valeur de l'approche sociale. Et même vous mettez l'accent sur l'utilité de l'intelligence en elle-même. C'est que si elle n'est pas au service du citoyen, si elle n'est pas au service de la communauté, si elle ne permet pas la créativité d'emploi, si elle ne permet pas bien entendu à ce qu'on soit dans une qualité de vie, j'ajoute encore ce que vous disiez, vous ne cessez de le répéter et je le répète pour vous donc une autre fois, et vous parlez de cette amélioration économique. Vous avez surtout mis l'accent sur un élément encore fondamental qui est la notion de la gouvernance.
Au niveau de cette gouvernance, vous précisez surtout les éléments de cette gouvernance tels que l'infrastructure, l'interface citoyen-administration, l'efficacité des projets eux-mêmes et vous revenez surtout vers l'optimisation de ce budget. Vous nous précisez qu'il n'y a pas que la gouvernance qui doit être prise en considération et toute une liste qui commence par l'énergie, sa disponibilité, les réseaux et le paiement même lorsqu'il est nécessaire de le faire et peut-être même des histoires qui peuvent survenir après le non-paiement. Et ensuite, vous ajoutez donc les autres paramètres, l'eau, la sûreté, l'éducation, santé, transport, gestion de déchets, et vous partez sur toute une série d'éléments que vous clôturez par la notion de la durabilité qui, quelque part, vient justement pour montrer que cette question de pérennisation est un élément, une clé fondamentale. Vous posez deux problématiques et vous interpellez l'auditoire à ce qu'ils peuvent justement réagir par rapport à ces volets. Il y a le paradigme ou le dilemme administration et bien sûr intervenants techniques, connaisseurs, sachants, qui, ma foi, donc des fois lorsque les uns prennent la place des autres, malheureusement, ils ne font que gérer la complexité et ne font peut-être pas ce qu'il faut. J'ajoute un troisième acteur qui est l'acteur politique. Donc c'est un trépied ou une trilogie qui englobe justement les trois composantes comme étant l'administration ou la structure institutionnelle, l'acteur technique, le connaisseur, le bureau d'études et bien sûr tous les ingénieurs dans le domaine. Et également, là aussi, vous parliez de la mobilité et là aussi, donc, vous posez ces deux éléments quant à la mobilité. C'est pas uniquement une infrastructure, mais c'est également une fonction qu'il faut savoir assurer à travers la mise en place justement de ces structures de mobilité. Donc je vous remercie pour votre intervention et sur ce, les intervenants donc, ont présenté les paradigmes ou je dirais les facettes sur lesquelles ils apportent leur contribution par rapport à cette thématique. On prend quelques questions au niveau de la salle. Je sais que la première question qui pose assez souvent problème, des fois on place des lièvres à l'intérieur de la salle pour qu'il initie le débat et j'interpelle peut-être un expert dans la salle qui peut initier un petit commentaire ou une question pour lancer le débat. À qui l'honneur? Une femme, je pense, peut... Madame, donc vous pouvez poser une question et comme ça on entame par la suite. Alors, je me présente, professeure Filali Sana de l'Université Hassan II, coordonnatrice de la filière sciences mathématiques informatiques et aussi j'interviens en tout ce qui est IoT, Internet of Things, Internet des objets. Donc, j'ai participé pas mal de fois dans les grands congrès au niveau de Smart City. Je tiens tout d'abord à vous féliciter, à remercier Lotfi Benani, Innovatel, CITT, l'Université Hassan II pour cette belle initiative parce que souvent on a cette notion de Smart City plus professionnelle et maintenant il a mis cette notion pédagogique. Alors ce mot pédagogique, pour moi, ça compte beaucoup. C'est la relation université-entreprise. On a besoin de faire la main dans la main entre tout ce qui se passe au niveau de l'entreprise et tout ce qui se passe au niveau de l'université. Je suis vraiment très heureuse d'entendre, de voir ce que vous faites, vos projets et surtout la dernière intervention, voilà, tout ce que presque les questions, ils étaient répondus pour la dernière présentation. Alors je commence, comme il a dit, pour ce que vous avez présenté, la notion déjà, il a expliqué, il a mentionné, la notion de smart, il y a beaucoup de choses, la notion de smart. Et moi, je dirais toujours à mes étudiants, c'est relatif. Chacun dans son angle, il peut définir smart d'une manière différente et c'est correct. À chaque fois que je demande à un étudiant de me définir c'est quoi le smart, c'est correct. C'est chacun de son angle. Alors maintenant, de votre angle, la sécurité physique, c'est surtout là. C'est très intéressant ce que vous avez présenté. On était en train de rêver. Ah mon Dieu, on a des villes comme ça, c'est super bien. Même si les images étaient d'autres villes européennes, on aimerait bien avoir des images, nos villes et ce qui se passe. Et comme elle a dit
Ah oui, et comme il a dit notre collègue, c'est pas évident du tout. Et chaque carrefour, il a dit, ça nécessite des calculs, mais c'est incroyable et des algorithmes pas possibles. Donc maintenant, pour la sécurité physique, c'est bien, c'est la reconnaissance faciale. C'est la reconnaissance si on commence déjà par là, c'est déjà pas mal. Mais maintenant, est-ce que vous avez déjà une base de données pour la reconnaissance faciale des gens? Pour ceux qui sont entrés dans la ville et ceux qui sont sortis. Est-ce que des projets qui existent ou bien c'est en cours de développement? La question. Et, pardon, je continue. Est-ce que vous avez des collaborations avec la Sûreté nationale pour avoir ces informations concernant l'être humain, concernant la liberté? Carrément, vous êtes entré à Tanger ou bien Casa. J'entends bien. Vous voyez là ce que je veux dire. Et aussi pour la sécurité routière. Donc, est-ce qu'elle a le droit de conduire? Est-ce qu'elle a le permis, pas de permis? Est-ce que elle est en recherche? Vous avez dit pas mal de choses concernant ça. Et maintenant, parlons de smart, on doit lier tout ce qui est physique à logique. Et on parle aussi de l'Internet des objets. Vous avez mis des caméras, ce qu'on appelle des objets connectés. Est-ce qu'au niveau de la sécurité, est-ce qu'on peut connaître? Est-ce qu'un objet, il existe déjà? Il est en train de m'espionner ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Comment je peux connaître dans un endroit bien déterminé, est-ce qu'il y a un objet ou là? Est-ce que vous avez des moyens pour connaître est-ce qu'un objet connecté est là ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous avez posé pas mal de questions, donc on va essayer de répondre petit à petit. Je ne vais pas terminer les questions, je vais continuer. Il n'y a pas de souci, mais je préfère répondre aux questions que vous avez déjà posées, comme ça, je n'oublie pas déjà. Bon, la première question, si je me rappelle bien, c'était... parce que bon, effectivement, on a fait une présentation avec des images et des vidéos, bien sûr, en Europe, en Chine et tout ça. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que effectivement, comme vous avez dit, et comme a dit tous les intervenants, nous sommes en train aujourd'hui, c'est le premier salon pédagogique africain. Donc on est en train aujourd'hui d'expliquer les solutions qui existent. Si on prend bien sûr la marque Dahua qu'on représente au Maroc, c'est une marque bien sûr qui est installée un peu partout dans le monde, que ce soit à Dubaï, en Chine, en Europe et tout ça. Au Maroc, bien sûr que ces solutions sont déjà installées, mais quand on parle des solutions des villes, ça commence à peine. Il y a déjà un appel d'offres qui est en cours, certainement monsieur qui a intervenu en dernier, sur Fiti, saura bien sûr aussi répondre sur ça. Casablanca est une des premières villes qui ont lancé des appels d'offres concernant la vidéoprotection. D'accord? Donc, c'est-à-dire des caméras qui seront installées dans les villes. Bien sûr, quand j'ai dit des villes, bien sûr, ils vont commencer par les ronds-points. De toute façon, quand on circule à Casa ou à Rabat, il y a déjà des caméras depuis longtemps. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est d'abord la technologie. Les caméras sont là depuis des années et des années, 30 ans, 40 ans, même plus. On les voit déjà dans les rues. Mais aujourd'hui, ce qui a changé, c'est l'analyse de la donnée. C'est-à-dire avant, on avait des caméras analogiques. Vous êtes dans le domaine, donc ça n'a rien à voir avec les caméras IP, où on peut déjà faire pas mal de choses, interconnecter, avoir une meilleure qualité de l'image et tout ça. Et la reconnaissance faciale ne peut pas se faire avec des caméras analogiques. Donc là, on est déjà en train d'expliquer la technologie qui existe aujourd'hui. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'on est en contact avec les autorités? Oui, bien sûr, parce que de toute façon, nous, on n'est pas installateur. On est distributeur et prescripteur de données. C'est-à-dire on accompagne le client final et on accompagne les intégrateurs dans les solutions. D'accord? On fait du B2B. Donc on n'installe pas avec le client final directement. On est là pour former, prescrire et informer. D'accord? Bien sûr, tout ce qui est NARSA, la DGSN et les mairies aussi, les communes, on est déjà en contact avec eux. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on est en train de faire depuis l'année dernière, c'est passer voir ces autorités, ces institutions, pour leur expliquer, voici les solutions qui existent aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il est évident que ce n'est pas des choses qu'on va faire en 24 heures. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que vous avez parlé en dernier lieu de la protection des données. Donc déjà, toutes les données sont stockées chez eux, pas chez nous, parce que en plus, en fait, la société qui installe
Bien sûr, c'est elle qui va faire la mise en place des caméras dans les rues, etc., la programmation, la formation, mais toutes les données vont être stockées, que ce soit au niveau de la DGSN, de la gendarmerie. En fait, tout dépendra bien sûr de là où ça va être installé. Si vous voyez l'appel d'offres qui est lancé par Casa Transport, en fait, pour la ville de Casa, vous allez voir toutes les institutions, la gendarmerie, la wilaya, les communes, tous ces gens-là sont impliqués dans ce projet-là. Donc déjà, en termes de sécurité, c'est eux qui gardent toutes les données. On est d'accord. Après, quand on parle de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance faciale, si on prend déjà même le cas d'un bus, les transports en commun, où il y a déjà des caméras qui sont installées, les tramways et les bus. Ça, c'est très important déjà pour la sécurité du citoyen. On est d'accord. Maintenant, il y a des chauffeurs, parce que dans la solution, il y a une caméra qui va, disons, sécuriser le citoyen qui est dans un bus, une caméra qui va être à l'extérieur du véhicule pour, en cas d'accident, au moins on a les images qu'il faut. Il y a une caméra qui va détecter et, disons, surveiller le comportement du chauffeur. Donc il y a pas mal de chauffeurs qui ne sont pas d'accord, qui disent, parce que c'est quoi le comportement du chauffeur qui va être contrôlé? C'est ou bien il parle au téléphone, il fume, il somnole, tout ça. Donc il y a des sociétés aujourd'hui qui exigent ce type de caméra, mais les chauffeurs, ils sont réticents. Donc, même au niveau des caméras, au lieu de prendre l'image du chauffeur, ils prennent que les attributs. C'est des algorithmes. Comme ça, par la suite, on peut détecter le comportement sans pour autant enregistrer et capturer l'image de la personne. D'accord? Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire en termes d'analytique, de mégadonnées, etc. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu aux 3 premières questions. Ça vous va? Donc, il y avait une autre question à laquelle je n'ai pas répondu? Non, c'est clair. Non, c'est en cours. Avec, bien sûr, pour les villes, il y a tout à l'heure, ce matin, M. Benani, il a parlé de Agadir, sous Massa. Donc, c'est en cours aussi. Pour le moment, il y a Casablanca et Agadir qui sont quand même en train de mettre en place ce type de solution. Voilà. En tout cas, pardon. Oui, est-ce qu'il y a d'abord une autre question avant d'aller plus loin? J'ai bien noté qu'à travers ce débat, et c'est l'intérêt d'ailleurs de cette rencontre, c'est qu'il y a aujourd'hui une co-construction de réflexion collective et j'ajoute même au binôme, un peu une tétrade que vous avez soulevé, université, entreprise, on peut dire maintenant université, entreprise, citoyen et même administration, et comme ça on sera dans une vue globale et c'est l'intérêt justement de l'événement. Également vous avez soulevé des questions de droit qu'elle a répondu par rapport à la problématique, mais qui seront de toute façon ou qui feront l'objet de droits collectifs qui sont le droit d'abord à l'information pour les personnes qui sont prises en image, le droit bien sûr à la protection des données personnelles pour les personnes qui sont prises, et je pense que la réponse elle va vers le versant que probablement il y a des clouds qui sont d'ordre public et donc où l'information sera stockée, et c'est là où on parle même de la souveraineté par rapport à certaines informations qui sont données. Et également vous avez soulevé cette question de SMART. La première fois, moi, quand j'ai lu le terme de SMART, lorsqu'on parle des objectifs SMART, il y a un paper qui a été élaboré en 82 et on dit que there's a smart way to reach the target. Ça veut dire qu'il y a une voie intelligente pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et là où les auteurs ont spécifié les termes de SMART, c'était d'ailleurs en anglais, c'est pour dire que justement, il y a des critères qu'il faut savoir mettre en place pour s'assurer de l'atteinte de ces objectifs. Alors, il y avait une dernière question. Allez-y, madame. Maintenant que je me rappelle, vous avez aussi posé la question par rapport, en fait, pour certaines solutions, est-ce qu'on peut savoir si on est espionné ou pas? En fait, oui, en fait, bon, les IoT en général, bon, ce sont 2 choses. Alors, la partie ville et sécurité, tout ça, c'est parce que c'est des caméras qui sont visibles. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais les IoT, je pense que ça va être beaucoup plus le côté résidentiel. Oui, non, je sais. Mais pour être... Alors, espionner, non, parce que si on prend... Déjà, en fait, c'est une question d'acceptation. Si on veut, par exemple, aujourd'hui être sécurisé dans une ville, moi, par exemple, ça ne me dérange pas de circuler dans mon quartier et d'être sûr que je peux partir même à minuit et faire de la marche, en sachant que je suis surveillée. Je ne fais rien de mal. Je marche, je suis surveillée. S'il y a un intrus, un voleur, ça ne me dérange pas. Après,
par rapport à la partie aussi données, pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, il est clair qu'une grande partie de la sécurité des données, elle incombe aussi à la personne. Pourquoi? Parce que si je prends juste un exemple très simple du Wi-Fi. Là, aujourd'hui, par exemple, la plupart des gens mettent des mots de passe, je suis désolée, mais 1, 2, 3 jusqu'à 8, franchement, ou de 8 à 0, tout le monde peut deviner ça. Ou un Wi-Fi qui va donner de l'Internet à tout l'immeuble et le voisin qui va donner... Vous voyez? Donc, si déjà nous, on n'est pas encore conscient de ça, c'est très important. Et même en termes de matériel, le routeur, pour crypter tout ça. Donc, déjà, chaque citoyen doit être déjà à même d'être, disons, sensible et sensibilisé par rapport à ça. Après, bien surtout le matériel, quand on choisit, il y a l'entrée de gamme, moyenne gamme et haute gamme. Après, on peut acheter une caméra à 210 dirhams, peut-être qu'elle ne sera pas aussi sécurisée qu'une caméra... Vous voyez ce que j'ai dit? En tout cas, oui, pardon. Non, déjà, oui, vous avez répondu à la question par votre dernière parole, qui, bien sûr, on n'est pas responsable. Parce que, bon... Non, on n'est pas... Pardon, non, je suis une désolée. mise au point de l'organisation. Eux, ils sont des distributeurs, ils ne sont chargés que du cahier de charge dont ils sont les responsabilités. La protection des données, la protection du citoyen, c'est de l'autorité publique qui est censée suivre et mettre en place les dispositifs. Et là, la question qui se pose, comment partir du droit de la personne au droit de la communauté et comment on peut basculer du droit personnel à l'information ou le droit personnel à la protection et le droit de la collectivité. En avion, on se permet de vous fouiller, on se permet de fouiller vos bagages alors que c'est des choses personnelles, mais vous renoncez parce qu'il y a un intérêt public, un intérêt de la communauté. Et ce que disait Madame tout à l'heure, c'est que les autorités publiques, à travers bien sûr l'Agence de la protection des données personnelles, ils sont en train de mettre en place les dispositifs qui eux-mêmes doivent protéger les personnes. Si ce n'est pas possible, c'est l'État qui en est responsable. Et en tout cas, de toute façon, on ne peut pas tout détecter. Comme il y a des choses qui passent à notre insu, je peux vous enregistrer sans que vous vous rendiez compte. Mais la question qui se pose, c'est que lorsque vous prenez connaissance de vos droits, eh bien, quelles sont les choses que je peux courir? Et là, il y a toute une structure judiciaire qui permet bien sûr de suivre les choses. Sur ce, je remercie les intervenants. Merci à vous. Pour ne pas donc dépasser le temps qui est prévu pour le deuxième panel. Et je laisse le soin à Ahmed de voir comment il peut commencer son panel. Donc, Ahmed, tfaddal, c'est Ahmed Loukili. À vous la parole.